Un juge s'est moqué de lui en audience publique, le mettant au défi d'appeler à l'aide. Mais lorsque l'appel a été reçu, la réponse n'est pas venue d'un avocat, mais du Pentagone. Le silence se fit dans la salle d'audience tandis que le rire moqueur du juge Harrison résonnait sur les murs en acajou. Ses yeux brillaient d'une satisfaction cruelle tandis qu'il fixait Marcus Shane, un vétéran des marines décoré qui venait de se voir refuser pour la 3e fois ses prestations d'invalidité. Marcus se tenait là, dans son costume mal ajusté, le même qu'il portait à chaque audience, les mains tremblantes non pas de peur, mais des lésions nerveuses subies lors de son dernier déploiement en Afghanistan, la blessure même que ses bureaucrates refusaient de reconnaître. Le juge se renversa dans son fauteuil en cuir, un sourire narquois aux lèvres, tandis qu'il assénait ce qu'il pensait être le coup de grâce à ce vétéran tenace qui osait défier le système. « Monsieur Shane, si vous pensez que votre service militaire vous donne droit à un traitement de faveur, vous devriez peut-être appeler votre oncle au Pentagone, » ricana le juge Harrison, la voix pleine de condescendance, tandis que des murmures gênés s'élevaient dans la salle d'audience. Les autres vétérans présents s'agitèrent sur leur siège, le cœur brisé en voyant l'un de leurs frères se faire humilier par un homme qui n'avait jamais porté l'uniforme ni entendu un coup de feu tiré avec colère. Marcus sentit la brûlure familière de l'injustice monter en lui, le même sentiment qu'il avait éprouvé lorsque son unité s'était vue refuser une évacuation sanitaire adéquate pour les soldats blessés, lorsque ses rapports sur les pannes d'équipement étaient enterrés par des commandants plus préoccupés par leur carrière que par la vie de leurs hommes. Sa femme Sarah lui tendit la main, les yeux humides de larmes, en voyant l'homme qu'elle avait épousé s'effondrer lentement sous le poids d'un système qui avait oublié ses promesses envers ceux qui avaient servi. Le juge poursuivit son agression verbale, ignorant que ses paroles étaient enregistrées par tous les smartphones présents dans la galerie, ignorant que Marcus Shane n'était pas n'importe quel vétéran, mais un homme dont les états de service feraient pleurer de respect, même le général le plus endurci. Alors que Marcus se retournait pour quitter la salle d'audience, les épaules droites malgré la douleur lancinante dans sa colonne vertébrale endommagée, le juge Harrison lança une dernière insulte qui allait sceller son propre destin. La prochaine fois, amenez quelqu'un qui compte vraiment, pas un simple soldat brisé en quête d'aumône, s'exclama le juge en riant, ses mots transperçant Marcus comme des éclats d'obus après l'explosion d'un engin explosif improvisé auquel il avait survécu 3 ans plus tôt. La galerie, stupéfaite, observa Marcus immobilisé devant la porte du tribunal, la main agrippée à la poignée, tandis qu'il prenait une décision qui allait tout changer. Sarah lui serra le bras, murmurant des mots de réconfort, mais Marcus tendait déjà la main vers son téléphone, ses doigts gesticulant avec une précision militaire tandis qu'il parcourait ses contacts. Les autres vétérans se levèrent, un élan silencieux de solidarité qui emplit la salle d'audience d'une tension électrique que même le juge Harrison ne put ignorer. Marcus trouva le numéro qu'il cherchait, prit une profonde inspiration, chargé du poids de chaque bataille qu'il avait menée, de chaque frère qu'il avait perdu, de chaque promesse que son pays avait faite et rompue. En appuyant sur le bouton d'appel, il regarda une dernière fois le juge Harrison, d'une voix ferme et claire, prononçant des mots qui entraient les cauchemars du juge pour les années à venir. « Vous avez raison, votre honneur, » dit Marcus, son regard aguerri croisant celui du juge. « Je devrais appeler mon oncle. » Un silence inquiétant s'abattit sur la salle d'audience lorsque Marcus entra dans le couloir. Son téléphone sonnait déjà, prêt à passer un appel qui allait ébranler les fondements même du système judiciaire qu'il avait si complètement laissé tomber. 20 minutes plus tard, Marcus était assis dans son camion devant le palais de justice, son téléphone collé à l'oreille, tandis qu'il parlait à voix basse et respectueusement à un homme dont la voix portait l'autorité de décennies de commandement militaire, un homme dont le nom même faisait se redresser les généraux et consulter les agendas des politiciens. Le général Robert Shane, l'oncle de Marcus, écoutait avec une fureur croissante son neveu raconter non seulement l'humiliation du jour, mais aussi des mois d'abus systématiques perpétrés par un système corrompu qui avait oublié le sens de l'honneur et du sacrifice. Les questions du général étaient vives et précises, chacune révélant une compréhension plus profonde de la guerre bureaucratique que Marcus n'avait jamais pleinement perçue, même pendant son propre service militaire, où la politique éclipsait souvent le succès des missions. Au fil de son discours, Marcus commença à révéler l'ampleur réelle de la corruption du juge Harrison, les accords secrets avec les compagnies d'assurance qui avaient refusé à des milliers d'anciens combattants les prestations auxquelles ils avaient droit, les pots de vin des laboratoires pharmaceutiques qui vendaient des analgésiques addictifs au lieu de traitements appropriés, le réseau d'influence qui protégeait des hommes comme Harrison tout en détruisant la vie de héros.
Le silence du général Chen au bout du fil était plus terrifiant que n'importe quelle explosion que Marcus ait jamais entendue, le genre de silence qui précède des frappes militaires dévastatrices et des enquêtes mettant fin à des carrières, qui feraient la une des journaux pendant des mois. Au cours de ses recherches menées l'année précédente, Marcus avait mis au jour un système d'abus bien au-delà de son propre cas, impliquant des juges fédéraux, des dirigeants d'assurance et même des membres du Congrès qui avaient transformé les prestations des anciens combattants en profit personnel tout en se drapant dans le drapeau lors des élections. La corruption était si profonde que Marcus avait commencé à perdre confiance non seulement dans le système, mais aussi dans le pays pour lequel il avait versé son sang, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne combattait pas seul contre un ennemi insurmontable, mais qu'il avait des alliés au plus haut niveau du commandement militaire qui se souvenaient encore du sens de l'honneur. Le général Chen commença à partager sa propre enquête, révélant que le Pentagone montait discrètement des dossiers contre des fonctionnaires corrompus qui volaient les anciens combattants depuis des années, attendant le moment opportun pour frapper avec une force écrasante, ne laissant aucune place aux manœuvres politiques ni aux failles juridiques. Marcus apprit que son oncle n'était pas un général comme les autres, mais le chef d'état-major interarmé, un homme dont les briefings matinaux incluaient des présidents et dont les appels du soir pouvaient mobiliser des divisions entières, dont la parole avait le poids de l'armée la plus puissante de l'histoire. La conversation révéla un réseau secret de chefs militaires, d'enquêteurs du FBI et de politiciens honnêtes qui observaient des hommes comme le juge Harrison depuis des mois, recueillant des preuves et attendant le catalyseur idéal pour démanteler un réseau de corruption qui avait volé des millions à ceux qui avaient tout donné pour leur pays. En assimilant ces informations, Marcus commença à comprendre que l'humiliation d'aujourd'hui n'était pas la fin de son histoire, mais le début d'un jugement qui ébranlerait le système tout entier, un moment où toute la puissance militaire américaine s'exercerait non pas sur les ennemis étrangers, mais sur les traîtres nationaux qui avaient trahi leur confiance sacrée. La voix du général Chen prit le ton dont Marcus se souvenait des briefings de mission, calme et mesuré, mais teinté d'une détermination absolue qui poussait les commandants ennemis à se rendre sans coup férir. Le général expliqua que le cas de Marcus deviendrait la pièce maîtresse d'une vaste enquête qui révélerait la corruption à tous les niveaux du gouvernement, des tribunaux locaux au couloir du Congrès, une frappe chirurgicale contre l'injustice qui restaurait l'honneur d'un système qui avait oublié sa raison d'être. Tandis que la conversation se poursuivait, Marcus ressentit l'élan familier de détermination qu'il avait porté dans les moments les plus sombres du combat, la certitude de faire partie de quelque chose de plus grand que lui, une mission qui protégerait non seulement son propre avenir, mais aussi celui d'innombrables vétérans abandonnés par le pays même qu'ils avaient juré de défendre. Mais alors que Marcus commençait à retrouver espoir pour la première fois depuis des mois, la voix de son oncle prit un ton d'avertissement qui lui fit froid dans le dos, révélant que la corruption qu'il combattait avait des tentacules si profonds et si protégés que même le Pentagone devrait agir avec prudence pour éviter une guerre politique qui pourrait les détruire tous. Le lendemain matin, Marcus se réveilla et trouva des véhicules noirs banalisés garés devant sa maison, leurs occupants arborant des écouteurs et des expressions sérieuses qui incitaient les voisins à fermer leurs rideaux et à faire semblant de n'avoir rien vu. Sarah lui serrait le bras avec un mélange de peur et de fierté féroce tandis que des agents fédéraux frappaient à leur porte avec un mandat qui transformerait leur paisible maison de banlieue en centre de commandement de la plus grande opération de justice militaire de l'histoire américaine moderne. L'agent Rodriguez, elle-même ancienne marine qui avait reconnu le regard vide de Marcus après avoir souffert de son propre syndrome de stress post-traumatique, expliqua que son appel avait déclenché ce qu'on appelle l'opération Table Rase, une enquête conjointe du Pentagone et du FBI qui avait duré des années et qui entrait maintenant dans sa phase finale. Marcus était le témoin clé dont le témoignage allait faire tomber des juges, des politiciens et des dirigeants d'entreprises qui avaient bâti des fortunes sur la souffrance des soldats blessés. En quelques heures, Marcus se retrouva dans un centre sécurisé où généraux et directeurs du FBI le traitèrent non pas comme un vétéran fauché en quête d'aumône, mais comme un atout essentiel dans une mission qui allait déterminer si l'Amérique honorait ses promesses envers ceux qui avaient servi ou continuerait à laisser la corruption prospérer dans l'ombre de l'indifférence bureaucratique. La salle des preuves qu'ils lui présentèrent était d'une ampleur stupéfiante. Elle contenait des dossiers financiers, des enregistrements de conversations et des preuves photographiques d'une conspiration qui s'étendait de la salle d'audience du juge Harrison au bureau des PDG de compagnies d'assurance, des dirigeants de l'industrie pharmaceutique et même des membres de la commission des anciens combattants de la Chambre des représentants, qui avaient accepté des pots de vin pour que les demandes d'invalidité soient rejetées et les recours engloutis dans une bureaucratie interminable.
Marcus découvrit que son propre cas avait été délibérément choisi par le juge Harrison comme un test pour voir jusqu'où il pouvait pousser leur corruption, choisissant un ancien combattant décoré et aux blessures évidentes pour démontrer leur contrôle total sur le système, sans jamais imaginer que ce vétéran en particulier avait des liens familiaux capables de leur faire s'abattre sur la tête tout le poids de la justice militaire. Le général Chen arriva cet après-midi-là, vêtu de son uniforme de cérémonie, décoré de rubans et de médailles, relatant une carrière passée à défendre les intérêts américains à travers le monde. Marcus vit dans les yeux de son oncle la même flamme qu'il avait animée lors des batailles les plus sanglantes de 3 guerres différentes, désormais braquée avec une précision laser sur des ennemis qui avaient commis l'erreur de cibler des vétérans américains sur le sol américain. Le général révéla que la suggestion moqueuse du juge Harrison d'appeler son oncle au Pentagone avait été enregistrée par les caméras de sécurité du tribunal et diffusée lors de briefings confidentiels destinés aux commandants militaires du monde entier, suscitant une indignation qui allait alimenter des enquêtes pendant des années. Tandis que des officiers de carrière ayant perdu des amis au combat apprenaient que leur sacrifice était bafoué par des civils corrompus. L'opération qui se déroula au cours des 48 heures suivantes fut un chef-d'œuvre de précision militaire appliqué à la corruption civile, avec des raids simultanés contre des sièges de compagnies d'assurance, des résidences de dirigeants d'entreprises pharmaceutiques et des bureaux du Congrès. Marcus observait depuis le centre de commandement comment son cauchemar personnel devenait le catalyseur d'un changement systémique qui protégerait les futures générations d'anciens combattants des prédateurs qui s'étaient nourris de leurs sacrifices. Des équipes d'enquêteurs militaires, travaillant aux côtés d'agents du FBI et d'auditeurs de l'IRS, découvrirent des comptes bancaires dans des paradis fiscaux, remontèrent la piste d'opérations de blanchiment d'argent via des sociétés écrans et documentaires à un niveau de corruption si important que même les procureurs fédéraux les plus aguerris furent choqués par le vol éhonté dissimulé derrière des discours patriotiques et des séances photos sous le drapeau. Marcus apprit que son oncle préparait cette opération depuis des années, attendant le moment propice où l'indignation publique serait si intense qu'aucun politicien n'oserait s'opposer à la justice militaire, et que son appel téléphonique avait fourni précisément le catalyseur nécessaire pour agir avec une force écrasante, ne laissant aucune place aux manœuvres juridiques ni à la couverture politique. Le général a montré à Marcus des images classifiées du visage du juge Harrison lorsque les agents fédéraux sont arrivés dans son club privé avec des mandats d'arrêt, la même confiance suffisante qui avait rempli la salle d'audience, maintenant remplacée par la pâle terreur d'un homme qui réalisait que ses victimes avaient des amis plus puissants qu'il ne l'avait jamais imaginé. Tandis que Marcus observait les images d'opérations simultanées à travers le pays, il commença à comprendre que son combat personnel pour la justice était devenu bien plus vaste, une prise de conscience qui allait soit restaurer l'honneur des institutions américaines, soit révéler que la corruption s'était tellement répandue que même une intervention militaire pourrait ne pas suffire à sauver le système. Mais au coucher du soleil, le deuxième jour des opérations, l'agent Rodriguez s'approcha de Marcus avec une expression grave qui suggérait que la phase la plus dangereuse de leur mission ne faisait que commencer, et que les ennemis qu'ils avaient découverts préparaient une contre-attaque qui permettrait de vérifier si la justice pouvait réellement triompher de la corruption institutionnelle qui se développait dans l'ombre depuis des décennies. 6 mois plus tard, Marcus se tenait de nouveau devant un tribunal fédéral. Mais cette fois, il portait son uniforme bleu de cérémonie, orné de tous les rubans et médailles qu'il avait gagnés au service de son pays, face non pas au mépris méprisant du juge Harrison, mais à un panel de juges militaires dont la propre expérience du combat leur avait fait comprendre exactement le coût de ces sacrifices et ce que la justice exigeait en retour. La transformation avait été totale et dévastatrice pour ceux qui avaient bâti leur fortune sur la souffrance des vétérans. Le juge Harrison était désormais incarcéré dans une prison fédérale aux côtés de dirigeants d'assurance, de PDG d'entreprises pharmaceutiques et de 3 membres du Congrès. Leurs biens avaient été saisis et redistribués aux vétérans qu'ils avaient spoliés, leur carrière détruite aussi profondément que les vies brisées par leur cupidité. Le cas de Marcus était devenu un jalon juridique majeur. Ses prestations d'invalidité avaient non seulement été approuvées, mais aussi rétroactives à sa libération, assorties de dommages et intérêts si importants qu'il pouvait se permettre de consacrer sa vie à aider d'autres vétérans à s'y retrouver dans un système entièrement réformé suite à l'opération Ardoise propre. La salle d'audience était remplie de vétérans qui avaient obtenu justice, d'hommes et de femmes dont les demandes avaient été approuvées, dont les recours avaient été entendus, dont les sacrifices avaient enfin été reconnus par un système purgé de la corruption qui l'avait gangrené pendant des décennies. Le général Chen,
désormais à la retraite mais non moins redoutable, était assis au premier rang tandis que Marcus prononçait sa déclaration de victime. Ces paroles résonnaient dans tout le pays qui avait suivi les procès avec fascination et un respect grandissant pour la justice militaire, qui avait réussi là où les institutions civiles avaient échoué. La couverture médiatique avait été implacable et massivement encourageante, Marcus devenant le symbole non pas de vétérans brisés en quête d'aumône, mais de héros américains qui méritaient mieux de la part du pays qu'ils avaient défendu. Son histoire avait inspiré des changements législatifs destinés à protéger les générations futures des prédateurs démasqués et éliminés. L'audience finale du juge Harrison pour la détermination de la peine avait attiré des manifestants exigeant une peine encore plus sévère pour l'homme qui s'était moqué d'un vétéran décoré. Ses propres paroles, prononcées ce jour fatidique, avaient été retransmises au tribunal comme preuve du mépris qu'il avait manifesté pour le service militaire et l'état de droit qu'il avait juré de défendre. Le nouveau juge présidant l'affaire, un ancien procureur militaire qui comprenait le véritable sens de l'honneur et de la responsabilité, avait prononcé une sentence qui allait obliger Harrison à passer le reste de sa vie à réfléchir aux conséquences de son arrogance et de sa cupidité. L'appel téléphonique de Marcus à son oncle était devenu légendaire dans les milieux militaires, rappelant que les liens tissés par le service perdurent bien au-delà de la date de libération et que ceux qui servent les familles de militaires américains le font à leur risque et péril lorsque ce service est soutenu par toute la rigueur de la justice militaire. Les accords financiers se chiffraient en centaines de millions de dollars, une somme qui a permis de financer de nouveaux programmes de soutien aux anciens combattants, de construire des infrastructures médicales de pointe et de créer des possibilités de formation qui ont permis aux militaires en transition d'éviter les cauchemars bureaucratiques qui avaient piégé tant de personnes avant la réforme du système. Sarah se tenait aux côtés de son mari tandis qu'il terminait sa déclaration, ses propres larmes mêlant fierté et soulagement que leur épreuve se soit non seulement soldée par une victoire personnelle, mais ait aussi engendré un changement durable qui honorerait la mémoire de tous les anciens combattants morts en attendant l'aide qu'ils méritaient mais n'ont jamais reçue. Alors que Marcus quittait la barre des témoins, le général Chen s'est approché avec une proposition qui lui permettrait de continuer à servir son pays dans une nouvelle fonction, à la tête d'un groupe de travail permanent dédié à la prévention des abus envers les anciens combattants et à la garantie que les réformes réalisées grâce à l'opération Clean Slate ne seraient jamais annulées par une future corruption. La salle d'audience a éclaté sous les applaudissements lorsque Marcus a accepté l'offre de son oncle, comprenant que son combat n'était pas terminé, mais qu'il s'était transformé en une mission de toute une vie pour protéger ceux qui avaient protégé l'Amérique, son cauchemar personnel transformé en une force puissante pour une justice durable. Si cette histoire vous a poussé à agir, n'oubliez pas que des milliers d'anciens combattants ont encore besoin de notre soutien et de notre engagement. Alors, partagez cette vidéo avec vos connaissances, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages de justice et de courage, et pensez à faire un don aux organisations de soutien aux anciens combattants qui poursuivent le combat pour ceux qui ont servi notre nation avec honneur et qui ne méritent rien de moins que l'honneur en retour. Un an après la fin de l'opération Table Rase, Marcus Chen s'est présenté devant une session conjointe du Congrès, vêtu de son uniforme et du nouveau ruban créé spécialement pour honorer les anciens combattants qui ont lutté contre la corruption au sein de leur propre gouvernement, s'adressant aux législateurs qui rivalisaient désormais de soutien aux familles de militaires après avoir été témoins du sort des politiciens qui ont trahi cette confiance sacrée. Le groupe de travail sur la justice pour les anciens combattants qu'il dirigeait désormais s'était développé au-delà de toute attente, avec des bureaux dans chaque État et un lien hiérarchique direct avec le Pentagone. Cela garantissait que les plaintes des anciens combattants ne disparaîtraient plus jamais dans des impasses bureaucratiques ni ne seraient rejetées par des fonctionnaires corrompus qui considéraient le service militaire comme une faiblesse plutôt qu'une force. Le témoignage de Marcus ce jour-là portait sur les changements systématiques qui avaient transformé les soins aux anciens combattants, passant d'une promesse non tenue à un modèle d'efficacité et de respect, avec des délais de traitement réduits de plusieurs années à quelques semaines, des taux d'approbation en forte hausse et une politique de tolérance zéro envers tout fonctionnaire manquant de respect envers ceux qui avaient servi sous l'uniforme. Parmi l'auditoire figurait le remplaçant du juge Harrison, un ancien officier du JAG de la marine dont l'expérience de combat en Irak lui avait appris le véritable coût du service militaire et qui avait personnellement approuvé plus de demandes d'invalidité d'anciens combattants en 6 mois que son prédécesseur au cours de toute sa carrière corrompue. Le général Chen, désormais conseiller principal pour les affaires des anciens combattants,
observait avec fierté son neveu exposer les plans pour la prochaine phase de réforme, notamment une formation obligatoire de sensibilisation militaire pour tous les fonctionnaires travaillant avec les anciens combattants et des sanctions pénales pour toute tentative de retarder ou de rejeter des demandes légitimes. La transformation avait été si radicale que d'autres pays envoyaient des délégations étudier le modèle américain de prise en charge des anciens combattants, cherchant à comprendre comment la pression militaire et l'indignation publique s'étaient combinées pour créer un système qui tenait réellement ses promesses envers ceux qui avaient servi, au lieu de les traiter comme des fardeaux à gérer ou à abandonner. Marcus a révélé des statistiques qui auraient semblé impossibles 2 ans plus tôt. Le taux de suicide des anciens combattants avait considérablement diminué, davantage de militaires recevant les soins de santé mentale dont ils avaient besoin sans avoir à se battre contre d'interminables procédures d'appel destinées à les épuiser et à les forcer à renoncer à leur demande d'indemnisation. Les dirigeants de l'industrie pharmaceutique, qui avaient autrefois prescrit des analgésiques addictifs à des anciens combattants désespérés, étaient désormais soumis à des inspections régulières de médecins militaires qui s'assuraient que les traitements privilégient la guérison plutôt que le profit. Plusieurs entreprises ont vu leurs contrats gouvernementaux définitivement résiliés pour leur rôle dans la crise de la toxicomanie qui avait coûté la vie à des milliers d'anciens combattants. Les compagnies d'assurance avaient entièrement restructuré leurs services de traitement des demandes d'indemnisation des anciens combattants, embauchant d'anciens militaires pour examiner les dossiers et mettant en place des procédures d'approbation accélérées pour les blessures liées au service militaire clairement documentées, sachant que tout retour à leurs anciennes pratiques entraînerait une intervention fédérale immédiate. La commission du Congrès, qui avait autrefois permis la corruption par aveuglement volontaire, comptait désormais plusieurs anciens combattants élus spécifiquement pour empêcher tout retour au jour sombre où le sacrifice militaire était récompensé par le mépris bureaucratique et la négligence systémique. Les dernières remarques de Marcus portèrent sur les milliers de lettres qu'il avait reçues de vétérans dont la vie avait été sauvée par les réformes, des hommes et des femmes prêts à abandonner tout espoir jusqu'à ce qu'ils voient qu'une personne véritablement puissante se battait enfin pour eux avec la même intensité qu'ils avaient déployée pour défendre les intérêts américains à l'étranger. L'ovation debout dura près de 10 minutes, les législateurs des 2 partis reconnaissant que le soutien aux vétérans n'était plus un calcul politique, mais une question de sécurité nationale, car les familles de militaires savaient désormais que leur service serait honoré non seulement par des discours, mais par des actions concrètes, soutenues par toute la force de la justice militaire américaine. Alors que Marcus concluait son témoignage et s'apprêtait à quitter le Capitole, il emportait avec lui la satisfaction d'une mission accomplie et la certitude que l'appel téléphonique de son oncle avait créé un héritage de justice qui protégerait les familles de militaires pour les générations à venir. La dernière image diffusée aux téléspectateurs montrait Marcus traversant le cimetière national d'Arlington avec sa jeune fille, lui expliquant comment le courage de se tomber lors de guerres étrangères l'avait inspiré à continuer de se battre pour les survivants, garantissant ainsi que l'Amérique ne manquerait plus jamais à ses promesses envers les guerriers qui avaient tout donné au service de leur nation. Mais le moment le plus fort fut celui où Marcus s'agenouilla près de la tombe de son père, un vétéran du Vietnam mort dans l'attente de prestations d'invalidité jamais versées, déposant sa nouvelle médaille sur la pierre tombale et murmurant des mots qui capturaient l'essence de ce que signifie la justice lorsqu'elle est enfin rendue à ceux qui ont trop longtemps attendu que leur pays se souvienne que l'honneur n'est pas un simple mot, mais une obligation sacrée qui doit être respectée qu'en soit le prix et les conséquences politiques. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes des préjugés, de la sous-estimation du pouvoir et de l'abus d'autorité. Ce récit vise à souligner l'importance de la dignité et à inspirer une appréciation plus profonde de l'intelligence discrète qui peut défier les attentes.